Sud Radio 7 Excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir comme tous les dimanches soirs à 19h sur Sud Radio pour une nouvelle édition de C'est Excellent, votre émission, celle qui crée le lien. Et le lien ne sera pas compliqué à créer aujourd'hui entre mes deux invités, tant leurs parcours sont chacun à leur manière une ode à la vie et à l'amour sous toutes ses formes. Et sans amour, sans passion, pas d'excellence, on le dit souvent par ici. Parfait, me direz-vous, pour un soir de Saint-Valentin. À mes côtés, en studio, une femme, une comédienne, actrice, réalisatrice et scénariste engagée, à la recherche évidente d'une certaine forme d'authenticité, qu'elle incarne pleinement sans peur du rejet, ou même parfois pourrait-on dire des clichés. Et c'est la touchante Audrey Dana qui vient se mettre à nu un peu plus, et au sens figuré bien évidemment, pour vous ce soir. Puis en deuxième partie d'émission, elle sera rejointe par un professeur de psychologie et de management, un conférencier et écrivain et un coach de grands dirigeants, un homme qui prône l'audace et la maîtrise des destins par la force de l'optimisme, un spécialiste du bonheur qui va nous raconter comment être heureux tout simplement. Et il s'agit de Philippe Gabillet. Pour la bulle stratégie, nous retrouverons Maxime Ayache, le fondateur du groupe Domia, pour sa chronique économie. Aujourd'hui, il va nous éclairer sur l'inscription contemporaine du crédit d'impôt et ses petits plus pour nous tous. C'est excellent tout ça, bienvenue chez vous. Bonsoir Audrey Dana et bienvenue sur Sud Radio. Et bonsoir, quelle introduction magnifique. Merci. Alors on est là évidemment pour parler de vous ce soir, de votre parcours, de votre implication dans votre vie professionnelle. Implication qui croise comme une évidence votre manière d'aborder la vie en général, c'est évident aussi. Et d'ailleurs avant d'entrer encore plus dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler de la vidéo que vous avez tournée tout début août dernier, qui m'a marqué, une vidéo que vous avez publiée, alors vraiment, j'ai presque envie de dire sans pudeur, sur les réseaux où on vous découvre en larmes, où vous pleurez pour la nature. Est-ce que vous avez mal à votre terre, Audrey Dana, comme vous le dites? Alors, je vais mieux. Je commence par ça. En fait, non, je m'attendais pas à ce que vous me parliez de ça. J'ai été traversée en fait par une émotion qui a été plus forte que moi. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que 5 minutes avant, j'étais en train de courir et tout allait bien. D'accord. Moi, je suis profondément connectée à notre nature. Je crois qu'on l'est tous, mais je sens ça très très fort en moi. Et il se trouve que le confinement a été une période pour moi merveilleuse, malgré tout ce qui se passait. J'ai eu un mari très malade et j'étais pas en dehors des réalités concrètes, mais ça a été un moment merveilleux parce que 90% du vivant sur cette terre, c'est du végétal et que le végétal a respiré et que je suis très connectée à lui. Et cette forêt dans laquelle j'ai craqué, j'avais déjà craqué il y a 5 ans, en plein hiver. J'ai posé mes mains sur un arbre et je suis rentrée bouleversée. J'ai dit à mon mari, on a atteint le point de rupture, je l'entends. Maintenant, il faudra des catastrophes pour que l'homme se réveille. Et je me retrouve à courir dansant et chantant dans ces bois, savourant ma chance. Et puis j'ai reçu comme un savon en fait. Et voilà. 5 ans plus tard, on revient, on y est, ça y est, et j'ai été saisie en fait d'une détresse. Et comme depuis quelques jours, comme beaucoup de gens pendant le confinement, je me demandais comment est-ce que je peux être utile. J'ai essayé de partager des tuyaux sur mon Insta. C'est la première fois de ma vie que je faisais des vidéos. C'était pas du tout pour montrer ma tête, c'était vraiment pour essayer de dire voilà, vous n'arrivez pas à joindre votre médecin, vous êtes stressé, il y a l'argile verte, c'est génial, vous en trouvez en magasin bio, cataplasme sur le plexus solaire, ça fait du bien. C'est transmettre qui est important pour vous en fait. Ouais, et puis transmettre aussi des choses qui peuvent nous faire du bien et faire du bien à la terre. Comment est-ce qu'on nettoie son appart sans se polluer, sans polluer la terre? Comment on fait pour penser à elle? Voilà. Et là, dans ma forêt, saisie par cette émotion très très forte, j'ai ressenti que si je voulais faire quelque chose d'utile, c'était ça que je vais partager. Cette émotion-là? C'était que en fait, j'ai presque entendu, si tu veux faire quelque chose d'utile, c'est ça que tu dois partager. C'est courageux, parce que ce n'était pas courageux. Ouais, bon. Ce n'était pas courageux parce que ça m'a traversée. D'accord. Vous êtes devenu médium en fait de cette énergie-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé et 5 minutes plus tard, j'étais revenue à moi et tout allait très bien. Je suis rentrée. J'ai dit à mon mari, oh là là, je sais pas du tout ce qui s'est passé, je sais pas du tout si c'est juste ou pas ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai fait une vidéo sur Insta en disant, putain, j'ai l'impression de m'être montrée nue, parce que je veux même pas que mon mari me voie comme ça. J'étais moche. Très laide à voir, Je veux dire, c'était pas des jolies larmes, c'était vraiment un déchirement. Et
Ça s'est passé, ça s'est produit en fait, et je m'attendais pas du tout. Moi, j'ai très peu de gens sur Instagram, j'ai 8000 personnes, j'envoie des dessins et des photos de la nature, en gros à peu près, c'est tout. J'ai commencé à faire ces petites vidéos pour tenter de me rendre utile, voilà. Et du coup, je pensais pas du tout que ça pouvait sortir de cette fenêtre. Parce que je suis nulle des réseaux de trucs et tout. Donc ça a été perturbant, troublant, déstabilisant, et au final, en fait, juste. Comme toute chose. Bien sûr. Comme toute chose. Alors, on va passer un peu au cinéma quand même. J'ai découvert en faisant mes petites recherches que vous aviez débuté le cinéma trop tôt. Et puis, j'ai choisi quelques petits extraits quand même à écouter. Je suis coiffeuse, mais je shampouine aussi. Je fais des manicures aussi. D'ailleurs, vous savez qui j'ai manicuré pas plus tard que la semaine dernière ? Judith Raditzer, l'écrivain. Elle a débarqué dans le salon. Elle m'a choisi moi pour faire sa manicure. Je tremblais comme une feuille. T'es là, je te cherchais partout. Viens, je te montre un truc. Regarde ça. Incroyable, ouais. Tu peux nous prêter les clés ? Allô ? Luc, c'est Cédric et Sarah, ils ont eu la clé. Chérie, arrête avec ta mère. T'as un complexe d'Oedipe, comme on dit. Et je vais te le faire passer, moi. Alors, dans cet extrait, il y a notamment le roman de gare de Claude Lelouch qui est sorti en 2007. Il y a un extrait du Paradis sur Terre de Tennessee Williams qui a été mis en scène par Bernard Murat au théâtre en 2011. Puis il y a un petit extrait de Pour Sarah de Frédéric Berth qui est une mini-série télé qui est passée en 2019 et qui va repasser bientôt, je crois, sur les chaînes françaises. Alors, j'ai, mis à part tout ça, découvert que vous aviez joué dans Le Faucon de Paul Boujna, très très jeune. Pas du tout. Pas du tout. C'est une fausse information. C'est une autre Audrey Dana, en fait. D'accord. C'est impressionnant. Je sais pas qui est cette fille, c'est pas du tout moi. Vous avez un homonyme. Ouais. J'adore l'idée. Alors, dans Roman de gare, le film de Lelouch qui est venu dans cette émission il y a quelques temps, avec notamment Fanny Ardant, c'est un film qui vous révèle au grand public. On imagine que c'est un moment clé de votre parcours finalement. Est-ce que c'est un moment clé et excellent ? Et est-ce que c'est ce film-là qui vous révèle vraiment au grand public ? Complètement, totalement, 100% en fait. J'ai vécu le cliché de l'actrice qui est découverte par Claude Lelouch. Le premier jour de tournage, c'était vraiment très intense parce que tout le monde sur le plateau pensait que je couchais avec. Étant donné que j'avais 30 ans, que personne ne me connaissait, personne ne m'avait vu dans aucun film, une fille de 30 ans qui débarque sur un plateau de Claude Lelouch et qui n'a jamais rien fait et qui a le rôle absolument principal du film. C'est pour ça qu'elle est étonnante lui aussi. Et pas du tout, et pas du tout. Et du coup, c'était vraiment intense comme expérience. Et il y a eu avant, après, vraiment comme dans les rêves. Les plus fous, quoi. D'un seul coup, j'étais à Cannes. Des gens me proposaient d'écrire des films pour moi, c'était surréaliste. J'avais jamais réussi un casting de pub. Ah oui, c'est étonnant. Et franchement, j'étais maman à 22 ans, donc c'est un peu votre papa de cinéma, Claude Lelouch, quoi. Plus que ça. Ouais. De temps en temps, à 22 ans, tu joues au théâtre, tu gagnes rien du tout, t'as un enfant à faire garder et tout. C'est tourner une pub, j'aurais été ok, quoi, impossible. C'était sympa, donc tous mes castings, c'était une cata et tout. Ça a été une rencontre folle. Alors vous avez tourné dans 2 films qui sont pas encore sortis. Les 2 sont prévus pour cette année 2021. Il y a Les Choses Humaines de Yvan Attal, tiré du très beau roman de Karine Thuil qu'on a reçu ici aussi. Dans ce film, il y a Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, vous-même, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz, entre autres. Et puis il y en a un autre avec vous et Benoît Poulvorde, Profession du père de Jean-Pierre Améris, qui devait sortir le 24 février prochain. Quand on sait le nombre de films en attente de sortie, il y en a plusieurs centaines. Bien sûr, c'est assez difficile de savoir quand ils vont sortir aussi. Comment vous le vivez ça ? Comment vous vivez cette période ? J'accepte absolument et totalement tout ce qui se passe parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, je sais que... j'ai confiance dans les distributeurs, j'ai confiance dans les producteurs. Tout le monde vraiment subit la même chose aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de naturel qui va se mettre en place. Au moment où on aura les informations, c'est très troublant de ne pas savoir. C'est ça. Je voyais là devant le pâté Vepler, le principal, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve bientôt. On ne sait pas quand. Et à la fois, quand même, cette situation nous remet à notre juste place de petit homme. Oui. Et moi, j'aime bien ça. Je suis désolée, j'aime bien ça. Je dis pas que c'est pas facile. Ça coupe la mégalomanie humaine, c'est ça en général ? Vous pensez qu'on a un retour ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'homme pense qu'il est au-dessus de la nature au lieu de comprendre qu'il fait partie intégrante de la nature, qu'on devrait l'honorer, que c'est elle qui nous donne tout. Je le pense de toutes mes forces, et je pense que c'est une prétention de l'homme et qu'il y a une rencontre en fait entre cet homme et cette nature qui peut se faire sublime et épanouissante et artistique et culturelle et abondante
abondante de travail, mais dans un respect. Et donc, quelque part, je me dis, tiens, là, on ne sait pas, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, et c'est bien qu'on soit rappelé à ça, en fait. Oui. Il y a des choses qui nous dépassent. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure hors antenne que finalement tout cela est assez parfait. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un ordre, un équilibre qui fait que finalement cette crise-là, elle est peut-être là finalement aussi pour nous faire ouvrir les yeux sur certaines situations? Elle sert à ça? Je pense qu'à travers chaque épreuve se cache une opportunité. Alors quand on dit ça à quelqu'un qui est en train de se demander comment il va faire pour manger ou comment il va faire pour continuer à payer son crédit, c'est pas entendable, d'accord ? Mais je pense que à partir du moment où on n'est pas dans la situation de se dire comment je vais faire pour manger et pour assurer un toit au-dessus de ma tête, c'est presque un devoir civique. De vibrer le plus grand espoir possible et se dire qu'il y a un sens. Moi, personnellement, j'avais perdu tout espoir et c'est pour ça que vous m'avez parlé de la vidéo, je vous dis ça va mieux. Mais en fait, j'étais au moment où j'ai lâché, mais j'avais très peur, en fait. J'entendais mon fils qui me disait, plus tard, quand je serai grand, je veux faire ça. Et je disais, mais... Je lui disais pas, bien sûr. Mais dans ma tête, je me disais, mais non, il n'y a pas de plus tard, en fait. C'est fini. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a fait n'importe quoi, parce qu'on s'en fout, parce qu'on est la seule civilisation à ne pas penser à l'avenir, à couper les arbres plutôt que de les planter pour nos enfants. C'est quand même fou. Et du coup, là, moi, l'espoir est revenu. Merci pour ce partage, Audrey Dana. C'est excellent sur Sud Radio, en compagnie d'Audrey Dana, qui va être rejointe très bientôt par l'écrivain Philippe Gabillet. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent et il est 19h16 précisément sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai. Et on parle vrai, c'est certain, ce soir, avec la comédienne, réalisatrice et scénariste Audrey Dana. L'échange restera réel et sincère en seconde partie d'émission avec le coach, conférencier et écrivain Philippe Gabillet qui va nous parler du bonheur et de l'optimisme comme stratégie professionnelle et de vie. Et puis en bulle stratégie, on assoit le thème humaniste dans l'économie avec la chronique de Maxime Ayache qui va nous parler de crédit d'impôt pour alléger nos bourses. Mais pour l'instant, on continue l'échange avec la lumineuse révoltée Audrey Dana et on se fait encore un peu plaisir. Je m'appelle Jeanne Clairet. Voici mon collègue. Un suppôt, une tisane et puis hop, on s'y met là, Jeanne. Et enfin, ma raison de vivre. Mes 2 enfants et bien sûr, le papa qui va avec. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, presque. Voilà, alors en fait, c'est apparu hier matin et en plus maintenant, ça fait mal. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Je la voyais pas du tout comme ça, moi. Comment ça, comme ça? Avec des seins. Ah, c'est ça, en fait. Tes petits seins à toi, ça te travaille. Des petits seins. T'as envie de te les refaire? Tu veux te refaire la bite, toi? Une belle bite. C'est très excitant. Tu bouges pas. Je suis déçue, je la pensais plus jeune. Joli sein. Ça, c'est gentil. Ils sont refaits. Non. Nous venons d'entendre des extraits de 2 des films que vous avez réalisés, Audrey Dana. Il y a Sous les jupes des filles qui est sorti en 2014 et Si j'étais un homme qui est sorti en 2017. Alors Sous les jupes des filles, c'est une brochette d'icônes françaises, c'est impressionnant le casting. Je rappelle, il y a entre autres Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, Vanessa Paradis, Sylvie Testu, Alice Taglioni, vous-même, etc. Il y en a plein d'autres. Ce film, il raconte les histoires courtes et croisées de 11 femmes à Paris, le temps du cycle hormonal de l'une d'elles. Et puis dans Pour si j'étais un homme, avec en guest star Christian Clavier qu'on a entendu, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve avec un pénis. Donc le point commun de ces 2 histoires, c'est de raconter la féminité finalement et ses tracas avec beaucoup d'humour. Une chose reste tout de même, ce sont des films engagés pour une cause, clairement, celle des femmes en l'occurrence. Est-ce que vous êtes révoltée par ce qui arrive aux femmes en général, Audrey Dana, et est-ce qu'il faut dépeindre ça avec humour pour pouvoir raconter cette révolte, justement? En fait, révoltée est un mot que je cherche à sortir de mon vocabulaire pour rentrer dans quelque chose de plus positif et plus doux, en fait. Voilà, moi j'ai envie de rentrer dans cette ère-là et je crois qu'on y rentre. L'histoire de la femme et la place de la femme, c'est comique. Enfin, je veux dire, plus on prend de recul dessus, plus c'est incroyable ce qu'on a accepté. Pas drôle, en fait. C'est fou, en fait, d'avoir accepté et subi ça, quoi. Il y a une espèce de... C'est comme quand on voit les films d'un seul coup sur l'esclavage. Ouais. On se dit, what? Comment ils ont fait, Mais comment nous, on a fait pour traiter des gens comme ça? Comment on a fait pour accepter ça? Et nous, les femmes, là, on est dans ce grand réveil. Et c'est très important, parce qu'on a besoin de cette énergie féminine, mais pas seulement
l'énergie féminine des femmes, aussi celle des hommes. C'est important de le dire, parce que le patriarcat, il n'y a pas que les femmes qui le subissent. Bien sûr. Les mecs qui pensent que qu'il faut être costaud, qu'il faut pas chialer, que machin. Mais ils souffrent, ils sont dans une souffrance immense, immense. C'est beaucoup plus challengeant pour un mec de décider de se mettre du vernis, par exemple, et de marcher dans la rue, que pour une nana de se foutre une cravate, par exemple. C'est vrai. Ou voire limite, on va trouver ça sexy, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est en route, enfin en tout cas, je suis sûre même, on est en route vers la femme qui prend sa place, et ça va aller de plus en plus vite, et c'est tant mieux. Et vous en on pensez en a quoi, besoin. Par exemple, de MeToo ou de Balance ton porc, de tous ces mouvements-là? Pensez qu'ils sont nécessaires? Mais, merveilleux. alors, en fait, ce que je pense est merveilleux, c'est que Weinstein... Qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu imaginer que cet homme-là tombe? C'est-à-dire, c'est à ce point que c'était OK, en fait, qu'on ne disait pas, qu'on taisait les choses. Moi, j'ai vécu des tas de choses, hein, et je me suis jamais laissée faire. Mais j'ai vécu des tas de choses que j'ai acceptées, oui, c'est-à-dire je me suis pas laissée faire, mais quand même, tu retournes au boulot le lendemain, quoi. Ouais. OK? Et tu vas pas dire, je suis profondément dérangée, en fait, dans mon intimité, j'entends des choses que je ne devrais pas entendre et tout. Donc, quelque part, en fait, que cette parole-là se libère, c'est formidable pour nous, les femmes. Vous trouvez pas qu'il y a des excès, quand même? Mais enfin, bien sûr que si. Et c'est nécessaire, ces excès-là, justement? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. La révolution, ça passe par couper des têtes, quoi. Voilà, je pense que, en fait, c'est une des conséquences. On s'est tu trop longtemps, et que maintenant que ça sort en spray. Alors, avec aussi les dommages collatéraux, et c'est là qu'il faut trouver un équilibre. Et j'ai fait mon 3e film, qui s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs, dans cette optique-là, d'invitation à la douceur, à la réconciliation. C'est-à-dire de ne pas mettre tous les mecs dans le même panier. Opposé, voilà. Bien sûr. Merci Audrey Dana. On part retrouver Maxime Ayache, le patron du groupe Domia, pour sa chronique stratégique ce soir. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présent. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Bonsoir Maxime Ayache et bienvenue chez vous. Bonsoir Judith. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler un peu d'économie et plus précisément, je parle ici des économies que nous pouvons faire évidemment avec le crédit d'impôt, Maxime. Et vous êtes bien placé car cela fait longtemps que vous le pratiquez avec Shiva, Academia et nos aînés, n'est-ce pas? Dites-nous-en un peu plus. Oui, absolument. On est intervenants dans un environnement où nous avons des activités qui bénéficient d'un crédit d'impôt de 50%, donc aussi bien pour les activités de soutien scolaire, les activités d'entretien de la maison, de dépendance ou même pour les activités de garde d'enfants. Oui. Ce mécanisme-là existe maintenant depuis plus de 20 ans et la grande innovation qui va se produire en début janvier de l'année prochaine va venir du fait que ce crédit d'impôt qu'on percevait jusqu'alors, eh bien, au moment où en 2 temps, oui. On l'avançait, c'est ça. Dorénavant, voilà, vous avez peut-être reçu même un petit chèque il n'y a pas longtemps. Et bien à partir de dorénavant, vraiment dans quelques mois maintenant, vous ne paierez que le montant de votre prix de revient. Ce qui veut dire concrètement, c'est un impact. Donc la facture va baisser, quoi, clairement, ouais. Exactement. En fait, la facture va être moins douloureuse au début. Ce qui veut dire très concrètement, supposons qu'avec Shiva, vous payez une heure de ménage 25 € de l'heure. Je vous dis, écoutez, chère Judith, divisé par 2, ça fait 12,50 € et en plus, toutes les cotisations sociales, tout est inclus. Ouais. Oui, mais vous payez 25. C'est pas très cher, mais en même temps, c'est quand même 25 que vous payez tout de suite. Demain, vous ne paierez que 12,50 €. C'est-à-dire que votre crédit d'impôt sera directement, ne sera directement versé à l'entreprise que nous sommes. D'accord, c'est très intéressant. Et est-ce que, à votre avis, ça va booster le recrutement, par exemple, pour le groupe Domia ? Alors, ça va avoir des effets qui sont tout à fait considérables dans l'économie non seulement de notre groupe, pour Academia, pour Shiva, mais également pour tout le secteur dans son ensemble. Ouais. Parce qu'on attend d'une forte croissance. Et nous, ce que nous allons pratiquer au niveau du groupe Domia, tant sur Academia que sur Shiva, eh bien, nous allons utiliser les fruits de cette croissance pour encore mieux former que nous le faisons aujourd'hui nos intervenants, encore mieux payer nos intervenants, de façon à pouvoir répondre à la demande que nous pensons en forte augmentation. Donc, ce sont des dispositifs qui ont été annoncés et confirmé plus exactement par le ministre il y a juste quelques jours. Ouais. Donc vous êtes au cœur de l'actualité et qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Et en termes de perspective, du coup, de développement pour votre groupe, est-ce que ça vous apporte quelque chose très clairement ?
Très clairement, oui. À partir du moment où le prix d'accès de nos prestations, même facialement, vient à baisser, bien naturellement, ça va avoir des conséquences importantes au niveau du développement de nos affaires. Ce qui veut dire que nous allons très certainement bénéficier d'une accélération de notre développement, mais nous allons surtout essayer d'améliorer considérablement la qualité de nos prestations. Encore mieux, plus insister sur le recrutement, sur la qualité, sur la formation, sur le suivi pédagogique pour nos intervenants. En fait, il s'agit maintenant de pouvoir monter complètement, encore plus en gamme que nous le faisons aujourd'hui. D'accord. Alors, je rappelle que chez, du coup, le groupe Domia, vous avez ces trois filiales, donc ces 3 marques, qui sont Acadomia, Shiva et Nos Aînés, qui sont toutes des marques pour le service à la personne. Est-ce que vous feriez, par exemple, appel à Shiva pour votre ménage chez vous, Audrey Dana? Est-ce que ça vous intéresserait? En fait, oui. Et puis, d'ailleurs, je prends plein de cours, moi, sur Acadomia pour les enfants. Pour vos enfants? Ouais. Et je dois avouer que... Non, mais moi, super, j'entends ça, je me dis, c'est cool. Ouais. C'est vrai, c'est cool. Ouais. C'est important. Merci beaucoup, Maxime Ayache. Je rappelle que vous êtes fondateur à la tête du groupe de Domia, détenteur donc de Acadomia, Shiva et Nos Aînés. Et je vous retrouve la semaine prochaine, Maxime Ayache. Merci, Judith. Portez-vous bien. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'écouter C'est excellent sur Sud Radio avec l'intrépide comédienne et réalisatrice Audrey Dana qui va être rejointe dans un instant par le conférencier et écrivain Philippe Gabillet. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent, en compagnie de la réalisatrice et comédienne engagée Audrey Dana, qui est rejointe par le professeur de psychologie et de management, conférencier, coach de dirigeants et écrivain Philippe Gabillet. Bonsoir Philippe Gabillet et bienvenue. Bonsoir. Philippe Gabillet, que de titres pour vous présenter, vous êtes totalement multifonction. C'était une vocation d'être multifonction chez vous ? Non, ce n'était pas une vocation. J'ai commencé l'enseignement assez tôt quand même. Ouais. J'ai commencé tôt, puis je l'ai quitté. Je suis parti dans l'entreprise. Une partie qui m'a intéressé, une partie qui m'a moins intéressé. Et puis à un moment donné, ça s'est fait. C'était une espèce d'alignement de planètes. Je venais de déménager. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Je venais de déménager dans le 20e. Et je vois une annonce dans Le Monde. C'était une école de management connue, le SCP, qui recrutait. Et je regarde quand même sur mon plan de métro. Je dis, mais... c'est marrant, ils sont à 3 stations de métro, la porte de Bagnolet. Et je vais tenter le coup. Et voilà, j'y suis encore. Donc voilà, c'était en l'hiver 94. Alors ça vous vient aussi donc d'une envie de transmission, puis d'une envie d'aider les autres, qui vous est venue très très tôt, je crois, dès l'enfance. C'est ça, vous avez toujours eu envie d'apporter quelque chose, d'apporter de la lumière. Oui, mais moi je voulais pas aider les gens. Enfin, je voulais pas aider les gens en leur apportant des choses de l'extérieur. On aurait pu aussi. Moi, j'ai jamais eu de vocation de faire du social ou des choses comme ça. En revanche, j'étais convaincu qu'on pouvait toujours aider davantage des gens à s'aider eux-mêmes mieux. Oui. Quel que soit par ailleurs. Alors, en étant peut-être, j'aurais pu être aussi psychiatre si j'avais été médecin, mais j'étais nul en maths, donc je pouvais pas. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être quelqu'un, comme je vous disais, qui aidait les autres à un moment donné à passer à un stade, quelque chose qui leur plaisait, d'écouter les désirs qu'ils avaient, se donner le droit, se donner le devoir et le devoir d'essayer des choses nouvelles dans leur vie. Voilà. Donc en tant que prof, bien sûr, la transmission c'est un point important. Quand on est prof, on transmet. Les conférences, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à faire mes premières conférences à l'entreprise, j'avais 28 ans. Ah, vous êtes rodé, quoi. J'en ai 62, vous imaginez. Donc c'est quand même mon premier métier, ça a quasiment d'ailleurs été... de prendre la parole en public, quoi. Prendre la parole en public, mon métier, c'était de parler. Ça fait 40 ans que je suis payé pour parler. D'accord. Je suis contente que vous veniez gratuitement alors ce soir. Oui, c'était avec un grand bonheur. Alors Philippe Gabillet, vous êtes un passionné de nature humaine. Je cite une des toutes premières citations de votre dernier livre paru aux éditions Saint-Simon il y a peu, au titre évocateur, je le montre pour mes auditeurs à l'écran, L'art de changer de vie en 5 leçons. Et alors au tout début, vous citez William Shakespeare qui nous dit « La vie est un spectacle, autant faire sa propre mise en scène ». Est-ce qu'on est totalement maître de son chemin, Philippe Gabillet, finalement ? Non, on n'est pas maître de son chemin en ce sens que le réel, la vie réelle, elle est aussi faite d'aléas. Ouais. On a des désirs, on a des envies, même parfois on a des plans, on fait des plans, voilà. Et l'inattendu, l'imprévu vient très souvent s'inviter. Alors après, on peut considérer que tout ça a été écrit, etc. Mais beaucoup de gens vous diront, mais non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, soit en bien d'ailleurs, j'ai eu une chance incroyable, soit en mal, la fatalité m'est tombée dessus, c'est horrible. Mais moi, je crois profondément que la vie, c'est de toute façon, c'est pas ce qui nous arrive. Qu'est-ce que c'est la vie, c'est ce qu'on va faire avec ce qui va nous arriver.
Et en particulier, la partie qui est imprévue. Parce que c'est ça qui est intéressant. Une vie humaine, c'est une espèce de cheminement où les choses les plus intéressantes, très souvent en tout cas, vont être, j'ai pas dit les plus positives, parce que parfois ça peut être un peu... Bon. Mais les rencontres inattendues qui nous ont structurés, les demandes inattendues qui nous sont tombées, on nous a demandé ça, des infos inattendues qu'on a des territoires inattendus, des choses qu'on a découvertes, et puis les accidents, avec certains accidents d'ailleurs qui ont été des accidents bizarres, c'était des heureux accidents. C'est un pépin, ça peut être un pépin grave, ça peut être, je sais pas, une maladie, une rupture amoureuse, voire pourquoi pas la perte, et il apparaît que cet événement en apparence qui était vraiment négatif va avoir, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Un espèce d'avantage décalé dans le temps, qu'on découvrira peut-être que des semaines, des mois, des années plus tard. Donc finalement, ce qui nous arrive de positif ou ce qui nous arrive de négatif est aussi important, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, parce que ce qui est très grave, c'est si par hasard il nous arrive rien. Et j'ai travaillé pendant longtemps avec des travailleurs sociaux et qui me disaient, j'avais été frappé par ça, parce que ils me disaient, vous savez, on a des populations donc, qui sont un peu en détresse. Mais on a quand même deux catégories. Il faut jamais confondre la personne qui vous dit j'ai jamais eu de chance dans la vie et celle qui vous dit j'ai toujours été malchanceux ou malchanceuse. Parce que celui qui vous dit j'ai toujours été malchanceux, il vous fait la liste de toutes les galères qu'il a eues. Celui qui vous dit j'ai jamais eu de chance dans la vie, il est juste rien arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'il rencontre jamais personne, il tombe. Alors après, il vaut mieux pas avoir de chance du tout, quoi. La personne, après, il faut lui faire comprendre qu'elle est toujours un petit peu responsable de ce qui lui arrive ou pas, quand même. Parce que tout le problème est là. Dans une vie humaine, comme elle est quand même fondamentalement courte, c'est toujours intéressant d'essayer de se réapproprier ce qui vient de soi, quoi. Ce qui nous est imputable. Audrey Danin, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous suiviez une formation de Reiki et vous m'avez marqué qu'une phrase, ce n'est pas la matière qui nous dirige, mais nous qui dirigeons la matière. Une autre manière de dire la même chose que Philippe Gabillet, non ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, j'ai la sensation, et en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un bonheur de vous écouter. Vous avez une voix qui est vraiment d'un régal. Une voix de radio. J'ai la sensation que c'est la conscience qui crée la matière et pas la matière qui crée la conscience. Et en ce sens que on est donc dans une espèce de lien permanent en fait à tout ce qui nous entoure, et je crois à cette conscience collective d'où on est et qui prend plein de formes et plein de visages, voilà. Et donc, si c'est la conscience qui crée la matière, alors nous avons vraiment la possibilité d'impacter, de la faire évoluer. Voilà. Et il n'y a qu'à voir comment deux personnes regardent la même situation, selon le regard qu'elles portent. Ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Gabillet, de ça ? Moi, je ne peux être de toute façon qu'à 100% d'accord, puisque au départ, la Joconde, c'est d'abord une idée de Joconde, qui arrive dans le cerveau d'un gars qui s'appelle Léonard de Vinci. La découverte de la radioactivité, c'est une idée, une intuition. Marie Curie, tout d'un coup, se dit tiens, pourquoi pas. Voilà, la découverte de l'Amérique, la découverte des vaccins, tout ça. Au départ, ce sont des idées, ce sont des choses qui n'ont pas de réalité et qui vont s'incarner. Donc, l'histoire humaine, depuis la nuit des temps, l'histoire humaine, c'est une succession ininterrompue d'idées, donc de conscience, qui se sont traduites en solutions. Et comme on n'est que des humains, en solutions qui souvent ont été temporaires, partielles, imparfaites. Mais tout ça mis bout à bout fait que on avance. Et il est vrai que moi je suis très optimiste là-dessus. Je constate, puis moi j'ai des enfants qui sont jeunes, j'ai 2 filles qui ont 21, 23 ans, qui se chargent... Comment elles vivent cette période actuelle, moi j'ai des militantes à la maison, donc j'ai des militantes féministes, j'ai des militantes, elles sont toutes militantes féministes, véganes, le solidaire, etc., l'inclusion. En même temps, avec le père qu'elles ont, on les comprend. Donc, voilà. Mais c'est vrai que des fois, je suis un petit peu dépassé. Mais en revanche, ce que je constate, c'est que malgré toutes les difficultés qu'il y a en ce monde qui est fondamentalement imparfait, je trouve que d'abord la vitesse à laquelle les prises de conscience se font, vous aviez parlé tout à l'heure très justement de toute la prise de conscience de ce qui doit être la place simplement normale des femmes dans la société, la place de la nature et de son respect dans la société, la juste place de la consommation, sauf à espérer qu'on revienne, je dirais, à une économie primaire. Mais tout ça, en fait, évolue quand même relativement vite.
Et je ne peux pas m'empêcher de continuer à avoir confiance dans l'intelligence humaine, ou en tout cas dans l'intelligence de la fraction de l'humanité qui va faire avancer tout le reste, juste parce qu'il en a toujours été ainsi. C'est-à-dire que l'humanité, depuis la nuit des temps, est avancée parce qu'il y avait eu des fractions de gens qui faisaient des choses, et puis les autres, de toute façon, suivaient. Hein. Oui. Donc il n'y a pas de raison. Ça, sur ce coup-là, c'est un peu un invariant anthropologique, je ne sais pas pourquoi ça changerait. Donc moi, je suis assez confiant, et je trouve que les jeunes évoluent vraiment super vite. Et je vais vous donner juste un exemple qui m'a fasciné. Ma fille aînée, elle vient, comme beaucoup de sa génération, au départ, c'était le marketing, le luxe, etc. Puis un jour, elle m'a dit, écoute, papa, c'est bien, c'est intéressant, j'apprends des tas de choses, mais je peux quand même pas passer ma vie à mettre mon intelligence au service de la vente de crème pour des peaux de vieilles. T'es bien d'accord avec moi? Puis il me dit même pour des peaux de jeunes. Donc tout ce que j'ai appris en marketing, je pense que ça pourrait aider des gens à sortir de la pauvreté. Et je dis, mais écoute, tente le coup, et c'est ce qu'elle fait maintenant, et elle est très contente. D'accord. Audrey Dana, quand on écoute Philippe Gabillet qui nous parle de lien entre les époques et de transcendance finalement aussi, puis cette prise de conscience accélérée où on est tous en ce moment finalement, est-ce que ça vous rassure pas justement sur l'avenir de cette nature pour laquelle vous pleuriez avec tant d'émotions? Non seulement je suis très rassurée, mais en plus, je pense que le plus on sera à nourrir cet optimisme, le plus nous pourrons donner naissance à ce futur possible et merveilleux. Et je pense, si nous créons la matière, que si on passe notre vie à parler des problèmes, à se lamenter, à pointer tout ce qui ne va pas, si on ne commence pas à concentrer du temps sur l'avenir que l'on souhaite pour nous et pour nos enfants, alors on va continuer en fait le même circuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une civilisation qui a très peur de la mort, qui l'a mise sous le tapis, et nous sommes la première à y aller tout droit. Donc est-ce que la peur n'accoucherait pas de la peur? Est-ce que plutôt que d'avoir peur de la mort, il serait pas temps de célébrer la vie? Et s'il est temps de célébrer la vie, alors on imagine un futur magnifique. Et c'est parce que nous allons tous imaginer un futur magnifique qu'il va se produire. Philippe Gabillet, vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'ailleurs, on est sur cet enjeu absolument incroyable de recadrage. En le fond, je pense que les gens les plus heureux sont des hommes et des femmes qui ont appris et apprennent aux autres aussi en permanence à recadrer la réalité dans le bon sens. Mais la réalité, je crois que c'est le peintre, c'est Picabia. C'est Picabia qui disait, le problème avec les pessimistes, vous voyez, c'est qu'ils sont persuadés que toute journée est entourée de 2 nuits. C'est une erreur absolue. C'est heureusement le contraire. Chaque nuit, depuis la nuit des temps, a toujours été entourée de 2 jours. Bah oui. Et ça, c'est encore une fois, c'est un élément, c'est vraiment un élément factuel. Je pense que on a quand même davantage de chances et de possibilités de se réjouir. Ce qui d'ailleurs est l'une des définitions de l'amour. C'est Spinoza qui dit très bien qu'est-ce que c'est qu'aimer dans le fond, c'est se réjouir. Pourquoi est-ce que j'aime mes enfants et mon épouse? Parce que je me réjouis de leur existence. Pourquoi est-ce que j'aime la nature? Parce que je me réjouis du fait qu'il existe la nature. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué dans le fond. De tout acte de haine, dans le fond, est une espèce de perte de temps psychologique. C'est une perte de temps. Alors parfois c'est plus fort que soi, mais c'est une perte de temps et donc de vie. Bien sûr. Philippe Gabillet, auprès des dirigeants, alors je rappelle que vous êtes coach pour dirigeants d'entreprise également. Je l'ai été, je le suis un peu moins, mais je l'ai quand même beaucoup été. Alors auprès de ces dirigeants que vous avez accompagnés, vous avez prôné l'audace et l'optimisme comme une stratégie d'entreprise en fait, c'est vraiment ça. En quelques mots, en quoi ça consiste? Est-ce que ça peut influer par exemple sur le chiffre d'affaires, l'augmenter, quand on est optimiste? Probablement. Alors si je prends un point de vue de psychologue, l'optimisme dans le fond c'est une espèce c'est un processus, c'est une double confiance, c'est un double effet confiance. Un optimiste, c'est un homme ou une femme qui a plutôt naturellement confiance dans l'issue positive des situations, même les plus difficiles, premier truc, mais surtout, c'est quelqu'un qui a aussi confiance dans sa propre capacité à réagir si par hasard c'est nécessaire. Donc c'est non seulement, j'ai plutôt, tant qu'à faire un choix, je préfère avoir confiance dans le fait qu'on va s'en sortir, mais j'ai surtout confiance dans le fait que moi, je vais faire ce qu'il faut à mon niveau pour pouvoir contribuer à ça. Donc, c'est mettre l'optimisme, c'est mettre la réalité sous tension d'espoir. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, c'est l'aspect actif qui est intéressant. Parce que si je fais ça en étant passif, alors là ça va plus du tout. Là pour le coup on tombe dans la caricature, les lunettes rose bonbon sur le nez, tout va bien se passer, etc. Non, là sincèrement ça n'ira plus. Mais donc l'optimisme c'est une énergie de vie qui est très 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 importante. D'ailleurs, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Moi, la première chose que je dis à des dirigeants, beaucoup me disent, mais vous savez, attendez, monsieur Gabillet, moi
je suis un homme ou une femme importante. Je ne peux pas me permettre comme ça. Ouais. Et puis d'abord, vous savez, moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Moi, vous savez, moi, je suis un réaliste. Je dis là, cher monsieur, chère madame, on va se calmer tout de suite parce que le réalisme, c'est bon si vous tombez en panne pour changer une roue, etc. Mais pour donner de l'espoir aux gens, c'est pas évident. Non, ça rend fataliste un peu aussi. Donc, le principe est très simple. Si vous n'êtes pas intimement convaincu que l'optimisme est la meilleure façon de donner envie, eh bien, c'est le pessimisme, et puis on en reparle, c'est tout. Hein, voilà. Beau. Et après, on en discute. Audrey Dana, cette incarnation totale, en fait, qui passe par l'amour de soi, dont parle Philippe Gabillet, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, justement, pour pouvoir incarner vos rôles aussi derrière, et pour pouvoir créer? Est-ce que c'est très important de s'embrasser, finalement? Oui, absolument. Il y a dans le fait de jouer la comédie, ou même d'écrire, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'être mauvais. Et il y a aussi de la connexion. Et pour ça, il faut un abandon, en fait, pour inviter l'inconnu. Il faut lâcher prise. Alors oui, c'est le travail d'une vie, je crois, d'une vie d'actrice, d'artiste et de femme. Qui est possible malgré la remise en question perpétuelle. On imagine que ça doit appeler aussi quand on travaille un rôle, on s'écarte soi pour faire entrer l'autre, donc il y a quand même quelque chose d'un peu schizophrène. Est-ce qu'on arrive à s'aimer quand même dans ces cas-là? En fait, je travaille à ça, en tout cas, parce que c'est une des clés. Je pense qu'il faut sacrément s'aimer, en fait, déjà pour commencer à aimer les autres. Et donc, c'est le chemin. Et je vois pas pourquoi, si je joue le matin et l'après-midi un autre personnage, je vais moins m'aimer. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de problème. Je switch on, off, en fait. Il y a des fois, il y a des scènes qui sont très, très difficiles, mais en fait, j'ai l'impression d'être une fréquence radio. Je me calibre. Il y a des choses que j'ai même pas envie de répéter parce que c'est trop difficile. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son fils, voilà. Mais je sais qu'il y a assez de personnes sur cette terre et donc je peux en fait presque faire vivre leur émotion à travers moi. Et puis dès lors que c'est coupé, que je m'assure qu'il n'y a pas d'autres prises à faire. C'est bon, il n'y en a pas. Là, je lâche en fait et puis je reviens à moi et je vais prendre même soin de moi plus encore parce que j'ai fait faire ce voyage à mon corps et que voilà. Waouh, merci Audrey Dana et Philippe Gabillet pour cet excellent échange qu'on va continuer dans un tout petit instant. Ne bougez pas, chers auditeurs, on arrive à tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h44 précisément. Merci d'écouter Sud Radio. Nous sommes ce soir en compagnie de l'authentique comédienne, scénariste et réalisatrice Audrey Dana et de l'étonnant professeur, conférencier et écrivain Philippe Gabillet. Philippe Gabillet, vous êtes porte-parole de la Ligue des Optimistes. Je trouve ça génial. Dont la présidente se nomme France Roch, on la connaît aussi ici, et qui est un mouvement international qui véhicule l'idée que c'est l'action sur le monde qui nourrit en retour le regard optimiste sur ce dernier. Pensez-vous que ce discours il soit applicable en temps de pandémie? Parce qu'on est quand même en plein Covid. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent plus à se projeter justement dans cette idée-là. Oui, mais c'est parce qu'il y a une confusion, mais qui est entretenue aussi par une... on va dire, par une... Moi, par exemple, j'aime beaucoup manger. Oui. Mais si je passe mon temps à manger tout ce que j'aime, je vais être malade. Bon, j'aime beaucoup les médias. Mais si je passe mon temps à écouter les médias, et en particulier les chaînes en continu, je suis un être normal, je dirais. Je commence par avoir un doute, et puis un gros doute, puis un énorme doute. Donc, l'optimisme, en fait, consiste simplement à dire, regardons ce qui se passe avec lucidité. La pandémie, tout ça, c'est terrible, mais faut arrêter, quoi. C'est pas, je suis navré, c'est pas une tragédie. Une tragédie, c'était la peste du temps de Montaigne. On l'attrapait, on en mourait. Comme ça, c'était réglé. La grippe espagnole, 50 millions de morts. La majorité avait moins de 25 ans. Alors là, oui, discutons-en. Là, on est sur une maladie. La majorité des gens qui l'attrapent s'en sortent. On a trouvé des vaccins, on avance. Et effectivement, on est dans on a bloqué l'activité. Mais là aussi, être optimiste, ça veut dire quoi? Toutes les crises économiques, mais toutes alors, qu'on a eues jusqu'à présent, c'était des crises qui avaient été véritablement créées par des pourritures structurelles du système, qui les banques, qui le machin, etc. Là, on est dans un cas où la récession dans laquelle on se l'est, nous, auto-infligé pour conserver le système de santé, mais tous les fondamentaux, je dirais, enfin, tout cas dans une économie libérale, tous les fondamentaux avant que la pandémie, ils étaient bons. L'emploi en France, il redémarrait, l'emploi des jeunes, l'emploi des vieux, etc. Tout allait bien. Donc, de toute façon, on s'est infligé ce truc-là. Vous pensez qu'on se l'a infligé? C'était nécessaire selon vous ou pas?
L'histoire le dira. Moi, comme je suis ni médecin ni historien, j'écoute sur les plateaux, je hoche la tête en faisant le gars qui croit qu'il sait mais qui sait rien, et on verra bien. Après, j'ai mon avis de citoyen. Je pense que dès l'instant où on peut sauver des vies, c'est pas plus mal que ça. Mais c'est intéressant d'ailleurs, même en termes de courage collectif. C'est-à-dire que planter une économie pour sauver nos aînés, je trouve que c'est ça. Ça pourrait être débattu, mais à la limite, pourquoi pas. En tout cas, on va en sortir, parce que de toute façon, on sort toujours de tout. Donc, on va finir par en sortir. Les questions après se posent sur l'après, c'est-à-dire, voilà, l'histoire, le monde d'après, le monde d'avant, le meilleur du monde d'avant qui reviendra après, les nouveautés. Vous y croyez à ça, vous ? Que ça va être mieux après ? Moi, je pense que ça va juste continuer à évoluer. La notion de mieux... Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, le mieux. En revanche, quand on est optimiste, on ne parle pas de mieux, en fait. Non, on ne parle pas de mieux. L'idée, c'est d'optimiser ce qui arrive. Quand on est optimiste, on optimise. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent recommencer à vivre un certain nombre de choses. Et quand on va leur laisser le faire, ils repartiront. Et ça va être super. Alors là où il y a des risques, effectivement... Enfin, du moins, j'ai un peu bougé là-dessus. Moi, j'étais persuadé que le risque majeur qu'on avait, c'était que le redémarrage soit un peu excessif. Entre autres, du fait de la consommation. C'est-à-dire que tout d'un coup, sous prétexte qu'on rouvre les restos et les bars, etc., et il y a un espèce de moment de folie. Alors, c'est pas impossible pendant quelques semaines, quelques mois, mais je pense que globalement, tout ça va se remettre des choses. Ce que je crois quand même, c'est que depuis un an, on a tous collectivement appris des choses, mais même dans la société. Vous voyez, vous auriez dit à certaines personnes âgées, il y a un an, vous savez qu'à cause d'un truc qui va arriver dont on se serait bien passé, vous allez devoir apprendre à communiquer avec vos petits-enfants via un truc qui s'appelle Zoom. Le papy et la mamie vous disent, ça va pas la tête, vous rigolez, mais j'ai déjà du mal avec mon téléphone portable. Zoom, vous dites ? Non. Or, c'est ça, en fait, on a tous appris à faire tout un tas de choses nouvelles. Je dis pas que c'est génial. Moi, vous voyez, je fais cours à distance. Sincèrement, je l'avoue. Ça m'intéresse pas. Mais je suis un professionnel, donc je le fais, mes étudiants sont contents. À la première occasion, je repars, moi, en salle de cours, en amphi, etc. Mais vous m'auriez dit, il y a un an, tu sais que l'année prochaine, tu seras devenu à la même époque, une bête, en Zoom, machin, geek. Etc. Un geek. Je dis, vous rigolez, je suis quasiment pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous me racontez ? Pourtant, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ça m'a mis, ce qui est arrivé m'a mis, comme tout le monde d'ailleurs, sous tension d'apprentissage. Alors, bien évidemment, parfois, on s'en passerait bien, mais l'optimiste, d'ailleurs, vous voyez, il ne cherche pas toujours à positiver. Moi, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Je sais pas trop. La positive attitude, ça ne vous parle pas. Ah non, ma positive attitude, ça ne me parle pas du tout. En revanche, la possibiliste attitude dont je vous parlais tout à l'heure, oui. Il m'arrive un truc dont je me serais bien passé, il nous arrive un truc dont on se serait bien passé. La seule question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir essayer d'en faire ? Exactement. Vous êtes d'accord avec ça, Grédana ? Oui, allez-y, réagissez. Vous avez envie j'avale ces paroles. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive ? Et c'est très intéressant. Il suffit de voir vraiment deux personnes face à une même situation qui vont avoir deux regards tout à fait différents. Et il y en a un qui fait du bien. Oui. Et l'autre qui fait du mal à soi, en fait, d'abord en premier, quoi. Donc, oui. Donc, pour se faire du bien, il faut apprendre à regarder le verre à moitié plein, ou peut-être juste de changer de verre, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Grédana ? On change de verre ? Changer de verre, oui. On en prend un plus petit, quoi. On en prend un plus petit. Mais même le verre à moitié plein, moitié vide, quand on regarde bien, c'est un concept, quoi. C'est un truc qui a été inventé par des ingénieurs. Ouais. Moi, je ne suis pas un ingénieur au départ. Moi, je suis un poète, dans le fond, un poète qui est tombé dans la psycho. Et surtout, je suis du Sud, comme cette belle radio. Et dans l'Hérault, où sont mes racines, on fait du vin, surtout les vins de coteaux, les Faugères, tout ça, les Saint-Chinian, c'est super. Et dans un verre de vin à moitié plein, moi, je trouve que pour l'amateur de vin, c'est la partie à moitié pleine qui est intéressante, mais il faut savoir que le vrai amateur vous dira que même dans la partie à moitié vide, il y a des dépôts, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc, rien, dans ce monde, rien n'est totalement à moitié vide. Rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté. Et parfois, les gens vous disent, non mais là, il n'y a rien. Non, si ça se trouve, il y a du désir, mais il n'est pas encore exprimé, mais il est là. C'est beau. Pourquoi est-ce que être actif, ça rend optimiste, Philippe Guébier ? Je pense que être actif, surtout, nous conduit à avoir peut-être d'ailleurs l'illusion qu'on peut agir sur le monde, donc sur les autres. Et il existe des illusions qui se nourrissent d'elles-mêmes. Il existe des illusions qui donnent envie
de continuer à faire. En revanche, c'est vrai que l'inaction, d'ailleurs, c'est pas tellement l'inaction. L'inaction peut être assumée. Aussi. Oui, absolument. L'oisiveté peut être extrêmement créative. Non, ce qui est parfois un peu triste, c'est la passivité. Mais dans tous les cas, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un optimiste passif. Ouais, ça devient compliqué. Ouais. Il aura des problèmes. Alors un pessimiste passif, je dirais, il est vraiment guetté par le fatalisme, l'impuissance. Et tout ça, c'est du déni de vie, quoi. Donc c'est du temps perdu. C'est intéressant, Audrey Dana, ce qu'il dit, Philippe Gabillet, parce que finalement, son livre qui s'appelle L'art de changer de vie en 5 leçons, déjà faut-il avoir envie de changer de vie, Absolument, c'est pas une obligation du tout. Il explique finalement que tout est à travers la décision qu'on en prend finalement et la manière dont on se regarde encore soi, c'est toujours la même histoire. Vous qui avez eu plusieurs vies, vous en avez eu quelques-unes des vies, je pense, comme nous tous ici. Est-ce que, par exemple, Audrey Dana, c'était une volonté consciente à chaque fois de changer? Est-ce que vous vous projetiez ou est-ce que justement vous êtes laissé aller sur le chemin que la vie vous proposait tout simplement? Il y a beaucoup de ça. J'ai très souvent eu l'impression d'être une petite fille à qui on tenait la main et qui suivait derrière un peu. Et j'ai mis du temps à comprendre en fait pourquoi ça, pourquoi comme ça, pourquoi ce chemin. Et puis au final, les choses font sens et de plus en plus sens. Avec le recul en fait. Ouais, voilà. J'ai 43 ans aujourd'hui. Forcément, j'ai plus de recul qu'à 20 et quelle joie d'ailleurs. J'adore vieillir, c'est formidable. Et du coup, j'ai beaucoup laissé faire et puis après j'ai eu des choses que j'ai eu envie de faire. Mais par exemple, j'ai eu très envie de réaliser un film et j'en ai réalisé un autre. Voilà. Et l'autre qu'on m'a proposé, j'ai dit non. Ah non, sous les jupes des filles. Ah non. J'ai dit mais non, pas du tout. Plein de nanas, c'est trop lourd, trop gros comme bateau pour un premier film. Je n'ai pas les épaules. Et on m'a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à qu'à un moment il y a un alignement et que je fasse le film. D'accord. Moi, je voulais faire un autre film que j'avais sous le bras que personne ne voulait. Et j'ai fait mon premier livre de ce film sous le bras. Et donc en fait voilà, c'est que ça devait pas être un film, ça devait être un livre. Vous racontez votre maman, Marie, c'est ça entre autres. Je parle de famille, on va dire, et justement. Famille avec le M entre parenthèses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le titre avec le M entre parenthèses, quand on enlève M de famille, c'est faille. Ouais, je parle que d'amour en fait dans ce livre et de résilience. Comment dire merci justement pour tout ce qui nous a composé. J'ai eu une enfance vraiment particulière. Très particulière, très étonnante, détonnante, avec beaucoup de violence, beaucoup de surprises, beaucoup d'inattendus. Et à la fois, j'ai eu l'impression d'être dans une bibliothèque humaine et je voulais être actrice. Donc j'ai eu conscience de beaucoup de choses, de réalités. Vous saviez tôt que vous vouliez être actrice? À 6 ans. D'accord. Ouais. C'est des destins qui s'écrivent. Alors on va changer un peu de sujet parce qu'on arrive à la fin de cette émission et puis je vais vous poser la question à tous les deux que je pose à tous mes invités puisqu'on est dans C'est excellent et qu'on parle d'excellence française quand même, c'est important. On va commencer avec vous, Audrey Dana. Qu'est-ce que c'est l'excellence française pour vous? Qu'est-ce que l'excellence française? C'est l'art. En fait, française, ça me gêne. Oui, vous avez le droit de le dire. On peut parler d'excellence tout court. Oui. J'en ai marre des frontières. Pour moi, l'excellence, c'est l'art de faire avec tout son cœur, du mieux qu'on peut, en prenant le temps. Et j'aspire à un monde d'excellence parce que si tout ce qu'on mangeait était excellent, si tout ce qu'on fabriquait était excellent, c'est-à-dire de qualité, fait avec le cœur, avec des matières nobles, etc., eh bien, il y aurait beaucoup de travail. Et beaucoup plus de plaisir. L'excellence, c'est aussi la beauté. Oui. Donc voilà. C'est beau, c'est une belle réponse. Quelle sera votre réponse, Philippe Gabillet? Qu'est-ce que c'est l'excellence française pour vous? J'aimerais beaucoup que l'excellence française, ça soit une espèce de philosophie de l'action, philosophie de l'action économique, mais aussi culturelle, dans lequel tout ce qui est efficace et rend les gens plus heureux est aussi beau. Donc je pense que l'excellence française, c'est la recherche, pas toujours réussie, mais c'est une vraie recherche depuis au moins 2 ou 3 siècles,
d'une efficacité dans le monde, d'une action sur le monde qui serait à la fois la plus belle possible avec une dimension esthétique et pourquoi pas la meilleure possible avec une dimension éthique. Alors bien évidemment ce n'est qu'une tentative, mais je trouve que c'est une belle tentative, quoi. Donc comment on fait pour l'atteindre finalement cette excellence? Et ça sera vraiment ma dernière question à tous les deux très rapidement. Est-ce que c'est en ayant foi en soi tout simplement? C'est quand on aime ce qu'on fait et qu'on a foi en soi, on y arrive. Oui, c'est aussi, surtout en ayant foi en soi, mais aussi dans les autres. Parce que moi, j'ai une vraie... je l'ai dit d'ailleurs à mes enfants, je l'ai dit à mes étudiants, j'ai un vrai principe de vie, c'est que la meilleure façon, vraiment, pour réussir dans sa vie, pour atteindre ses objectifs, c'est d'aider les gens qu'on apprécie et qu'on aime à atteindre les leurs. Et à partir de là, tout devient facile. André Dana? Je suis même pour dire aider les gens. Et en aidant les autres, on est dans les autres, même ceux enfin moi j'aime tout le monde, mais voyez, même ceux qu'on n'aime pas. Non, mais pas ceux qu'on n'aime pas, mais en fait il y a ceux qu'on aime, nos familles, nos proches, etc. Et puis il y a le cercle éloigné, on va dire. Et puis les gens en fait, voilà. Et je pense que et c'est ce que vous faites quand vous écrivez des livres qui vont être lus par des tas de gens que vous connaissez pas et qui vont peut-être changer l'histoire de leur vie. C'est merveilleux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'était excellent. Merci avec infiniment. Audrey Dana et Philippe Gabillet. Merci à tous. Alors je rappelle pour tous qu'on vous retrouve bientôt et dès que possible au cinéma, Audrey Dana, dans 2 films, Les choses humaines et Profession du père, et qu'on peut retrouver les livres de Philippe Gabillet aux éditions Saint-Simon, dont le tout dernier que je remonterai à l'antenne, L'art de changer de vie en 5 leçons. Merci à tous les deux vraiment d'être passés par les studios de Sud Radio. Infiniment. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité à tous, c'est excellent. On se retrouve dimanche prochain avec de nouveaux destins à découvrir. Merci à Maxime Sénat et à Bastien qui ont réalisé cette émission. Méloane Rock et à Laura, je vous fais des bisous. Retrouvez cet excellent, mes amis, en podcast et en vidéo sur le site sudradio.fr, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de votre radio préférée aussi. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.